Bienvenue dans le débat de France 24. Il a fait irruption aux côtés d'Halloween ces dernières années, tout droit débarqué des États-Unis à l'assaut du monde et de la société de consommation. Le Black Friday, ces remises de l'ordre de moins 30, moins 50, parfois même moins 70% qu'affichent les sites de vente en ligne et depuis plus récemment les grandes surfaces. Le vendredi suivant, la fête de Thanksgiving, qui elle reste bien une spécificité américaine, mais pour combien de temps encore? C'est peut-être que les dindes rapportent moins pour l'heure que les objets, mais qui sait, face à cet événement promotionnel, la résistance en tout cas elle s'organise. On voit fleurir des White et autres Green Friday censés sensibiliser le citoyen acheteur aux méfaits de la surconsommation. Voyez le reportage de nos confrères de France 3. Difficile d'échapper à l'anglicisme. Black Friday, le slogan donne la couleur. Vendredi noir, ce sont des soldes avant l'heure. Mais à Besançon, ces promotions à foison ne font pas l'unanimité. Trop d'offres, c'est même un fourre-tout de plein de choses. Non, justement, ça ne me donne pas envie de consommer. C'est poussé à la consommation et il faut arrêter ça, quoi. Donc, c'est surtout qu'il y a des soldes tout le temps aussi maintenant. Il y a beaucoup d'enseignes qui ont déjà commencé. Donc pourquoi pas tomber sur des occasions avant tout le monde. Le vendredi noir s'étale parfois sur toute une semaine. Réglementation anarchique, surenchère en ligne, tous les commerçants ne sont pas logés à la même enseigne. Là, c'est l'hémorragie. Je veux dire, la semaine dernière, des ventes en chute. Hier, une journée à zéro, ce qui, nous, n'arrive jamais. Alors aujourd'hui, ce commerçant s'y est mis en lançant 4 jours de prix à rabais, mais pas par adhésion. De toute façon, si on ne le fait pas, on ne bosse pas. On ne vend rien. Donc on est bien obligé de suivre. Tu prends le train en route ou tu restes sur le quai de la gare à voir les clients passer et à ne rien leur vendre. Plusieurs appels au boycott ont pourtant été lancés par des associations. Côté commerçants, certains dénoncent ce symbole de l'hyperconsommation. Consommer, ça a un véritable impact sur nos emplois, sur l'écologie, sur aussi sa santé, et puis il faut en tenir compte. Donc effectivement, le Black Friday, ça rentre plus tellement là-dedans. En 2017, une alternative a été lancée, Green Friday, un réseau d'associations et d'entreprises qui appellent à une consommation responsable et raisonnée. Parmi les fondateurs du mouvement, ce magasin d'électroménager d'occasion. Quand vous voyez qu'il y a 11,2 tonnes de roches déplacées pour un seul lave-linge, c'est énorme. Donc autant garder le sien, le faire réparer le plus longtemps possible, surtout que la plupart des lave-linges ou même des lave-vaisselle, quand ils sont en panne, eh ben en fait, c'est bien souvent pas grand-chose. Réparer plutôt que de jeter, acheter local et penser aux conséquences environnementales. En France, 400 entreprises ont déjà adhéré à ce vendredi vert. Alors faut-il se réjouir de l'opportunité de pouvoir réaliser de bonnes affaires tout en dynamisant l'économie, ou bien au contraire s'inquiéter de cette frénésie consumériste qui s'exprime au mépris de l'environnement? On en débat avec Alma Dufour, chargée de campagne surproduction aux Amis de la Terre, les Amis de la Terre qui ont prévu d'ailleurs toute une série d'actions à l'occasion de ce Black Friday que vous entendez bien perturbé. Vous avez déjà commencé de le faire, d'ailleurs aujourd'hui on va le voir en image au site de Bretigny où se trouve l'entrepôt, donc en région parisienne, l'entrepôt du géant du commerce en ligne Amazon. Et puis dans un rapport que vous venez de publier avec Attaque et l'Union syndicale solidaire, vous dénoncez l'impact social et environnemental d'Amazon. On verra d'ailleurs dans un instant exactement ce que vous reprochez à cette entreprise. Sophie de Menton, vous présidez le mouvement Éthique. Merci d'être avec nous. Éthique qui représente des chefs d'entreprise engagés, on l'a compris, dans une économie éthique. Alors on verra concrètement si ça s'applique justement à ce Black Friday. Guillaume Gibault, vous êtes fondateur du Slip Français, une entreprise 100% française et qui déroge à sa manière à ce qui est en train de devenir une tradition. D'ailleurs, on verra si ce sera le cas ou pas. Avec vous aussi, Marc Toitier, économiste, auteur d'un Monde de bulles, c'est paru l'année dernière. Alors, effectivement, c'est une nouveauté ici en France, depuis 2013 seulement, ce Black Friday qui s'invite désormais chaque année et pour lequel une campagne promotionnelle semble aujourd'hui battre tous les records. En tout cas, on n'avait jamais vu ça. Marc Toitier, vous qui suivez l'évolution de l'économie, c'est en train de prendre vraiment de l'ampleur. Les consommateurs en France, un peu comme les soldes, ils attendent aujourd'hui le Black Friday. Il ne faut pas exagérer l'impact économique que ça va avoir. Ça concerne essentiellement le textile, par exemple. Le textile, c'est seulement 3,5% de la consommation des Français. Donc on l'oublie souvent, mais le premier poste de la consommation des Français, c'est essentiellement le logement, essentiellement l'alimentaire. Donc ça ne concerne pas effectivement ce Black Friday. Par contre, c'est vrai on va en parler de la surconsommation, etc. Il ne faut pas oublier d'où ça vient à la base, certes des États-Unis, mais surtout pourquoi? Parce que c'est le dernier jour, entre guillemets,
avant la flambée des prix qui précède les fêtes de Noël. Donc c'était un petit peu Parce que ça. les détaillants ont tendance à augmenter les prix en s'approchant de Pas Noël. tendance à augmenter, mais en tout cas, là, il n'y aura plus de prix, puisqu'on est obligé d'acheter pour Noël. Donc à la base, il ne faut pas oublier d'où ça vient. C'est pas pour des gens qui, justement, ont déjà trop consommé, qui vont encore trop consommer. À la base, c'est pour des personnes qui, justement, n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est ça aussi. Je veux dire, aujourd'hui, en France, on a quand même la moitié des Français qui ont un revenu inférieur à 1 600 € par mois. Donc pour eux, c'est difficile, les fêtes. Ils veulent faire des cadeaux à leurs enfants, donc ils ont envie, effectivement, de consommer. Donc ils ont besoin d'avoir, effectivement, des rabais. Sinon, ils ne pourront pas faire les cadeaux comme les autres. Donc, à la base, c'est un problème de pouvoir d'achat. Donc, on leur fait un dernier cadeau, entre guillemets, avant la période des fêtes, où là, justement, il n'y aura plus de solde. Et donc, on devra payer le plein prix, qui sera évidemment élevé. Donc, l'impact économique, il ne faut pas non plus exagérer. Il n'y a pas, clairement, je dirais, c'est pas ça qui va tirer la croissance vers le haut. La grève de la semaine prochaine aura beaucoup plus d'impact négatif sur la consommation que d'impact positif. C'est comparable avec l'impact observé aux États-Unis, par exemple. Non, parce que là-bas, c'est Friday, vraiment, c'est ancré, effectivement, dans les faits. Puis surtout, aux États-Unis, pourquoi on a fait cette journée-là? Parce que c'est un long week-end. C'est-à-dire que c'est férié, donc aujourd'hui aux États-Unis, parce que c'est Thanksgiving, et ensuite, le lendemain, les gens, généralement, ils font le pont, quoi, entre guillemets. Donc, ils sont chez eux, ils savent pas quoi faire, et donc, les magasins font des grosses promos, et donc, effectivement, ils vont faire les promos parce qu'ils sont là. Chez nous, c'est pas le cas. Normalement, c'est pas férié demain, donc c'est pourquoi il y a également moins d'impact, et c'est pas non plus dans notre culture. Mais encore une fois, faut pas non plus, on l'a vu dans le reportage, si certains commerçants ne le font pas, c'est vrai que si le voisin le fait, ça va créer des distorsions de concurrence. Et donc, voilà. Mais faut pas exagérer l'impact économique que ça peut avoir. Mais encore une fois, je pense que pour ceux qui ont besoin d'avoir justement un petit gain de pouvoir d'achat, ça peut mettre du beurre dans les épinards. Alma Dufour, cet argument du pouvoir d'achat, justement, est-ce que ça, vous l'entendez? Le fait que pour beaucoup de consommateurs qui n'ont pas les moyens de garnir le sapin, finalement, le Black Friday, c'est peut-être le seul moment, la dernière occasion en tout cas, de pouvoir acheter des cadeaux pour les fêtes. Oui, bien sûr, on l'entend. Et d'ailleurs, ce qu'il faut préciser, c'est que nous, là, on s'est mobilisé contre Amazon le jour du Black Friday. Mais contre Amazon spécifiquement, on n'était pas dans tous les petits commerces à empêcher les gens d'acheter et de faire leurs courses de Noël. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'Amazon en particulier a un impact social et environnemental très très important. Et donc c'était parce que Amazon fait un très très gros chiffre d'affaires le jour du Black Friday et à partir du Black Friday jusqu'au fait qu'on était chez eux. Mais c'est aussi un peu l'argument qu'on nous dit par rapport à Amazon. On nous dit oui, c'est le pouvoir d'achat, c'est bien parce que les gens peuvent acheter moins cher sur Amazon qu'ailleurs. Or, en réalité, c'est vrai, mais par exemple, les Gilets jaunes, qui sont un mouvement qui s'est quand même construit autour du pouvoir d'achat, notamment, en fait, ils ont bloqué Amazon plus de 20 fois depuis le début du mouvement. On n'en a pas beaucoup parlé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils savent que sur les petits gains de pouvoir d'achat qu'on peut gagner comme ça sur Internet, en fait, on en perd beaucoup plus parce que ça détruit des emplois. Et c'est ce que l'ex-secrétaire d'État Mounir Majoubi a dit la semaine dernière. Et donc, en fait, au final, la société est perdante et même les gens qui sont plutôt dans des classes précaires de la population, comme les Gilets jaunes, le voient. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ciblent Amazon avec nous. Vous identifiez, vous, le Black Friday à Amazon? Alors, on sait que c'est un phénomène plus global, mais c'est quand même Amazon qui l'a quand même pas mal poussé et introduit ces dernières années. Et c'est vraiment le jour où Amazon fait un des plus gros chiffres d'affaires de l'année dans le monde et en France également. Donc, en fait, pour nous qui avons une campagne de long cours contre Amazon, parce qu'on demande notamment à l'État d'empêcher les nouveaux projets d'entrepôts, que ce soit sur Amazon ou sur le e-commerce en général et les zones commerciales, c'était important pour nous de se mobiliser aujourd'hui, puisque comme je disais, il y a eu plus de 20 blocages en un an. On n'a pas eu de réponse ni de l'État ni d'Amazon. Les Gilets jaunes ne se sont pas fait entendre non plus. Donc, il fallait marquer le coup. Face aux géants Amazon, Sophie de Menton, et aussi aux entreprises de e-commerce qui ont importé massivement cette pratique du Black Friday ici en France, vous comprenez que les commerçants, notamment les centres-villes, sont étranglés, qu'ils vont finalement vers des rabais, la mort dans l'âme, comme on l'a vu dans ce reportage? La mort dans l'âne, c'est vite dit, parce que ça va leur permettre d'écouler leur stock quand même. Sauf qu'il n'y a pas d'invendu avant Noël. Oui. C'est pas comme le mois de janvier et les soldes traditionnels. Mais il y a un vrai problème. On devrait déjà regarder plus loin les soldes. Mais à quoi ça rime, les soldes? C'est n'importe quoi. On a deux périodes en France où on a le droit de solder. Par arrêté préfectoral. On a le droit par arrêté préfectoral. Mais c'est n'importe quoi. Alors que vous avez tous les prix au rabais sur Internet toute l'année, pourquoi maintenir des soldes? Donc cette espèce de mainmise de l'État sur des sujets qui ne le concernent pas n'a pas beaucoup de sens. Je crois que le consommateur est roi. Alors il a peut-être tort, d'ailleurs, il a peut-être tort de trop consommer. C'est son choix.
Il le fait, on lui offre des produits. En plus de ça, effectivement, c'est une période, et vous l'avez dit, avant Noël, où moi je trouve que... On a parlé du vêtement, mais moi je parle beaucoup des jouets. Et les jouets, c'est souvent importé, etc. Les parents ont envie de gâter leurs enfants, les jouets sont très chers, etc. C'est vraiment bien de donner un coup de pouvoir d'achat à ce moment-là. En revanche, c'est contradictoire parce que je trouve autant Halloween, vous l'évoquiez aussi, c'est ridicule d'importer comme ça subitement des espèces de fêtes de consommation. Halloween, c'est une fête de consommation aussi. Le Black Friday, pourquoi pas. Mais c'est en fait, si c'est venu en France, je crois que c'est pour compenser la législation qui interdit de solder. Moi, j'ai connu des entreprises qui ont eu des amendes épouvantables parce qu'elles avaient démarré les soldes un peu avant, y compris sur Internet. Pour les entreprises françaises, il y a une loi pour les soldes qui n'est pas les mêmes dates dans le Midi et sur Paris. Donc, on nage dans une irrationalité totale. Et enfin, dernier point, je suis contre tout ce qui veut barrer, empêcher, bloquer. C'est pas supportable. On peut plus vivre dans une ambiance comme ça. Et je suis désolée, je vous voyais à la télévision, là d'ailleurs, courageusement et trempée. Mais c'est pas possible. Arrêtez de bloquer les gens. Vous allez répondre dans un instant. Vous voulez répondre peut-être tout de suite, Alba Dufour? Oui, tout à fait. Je répondrai juste qu'on le fait. Vous avez l'impression d'empêcher les consommateurs? Non, avec en fait, ce type d'action? Honnêtement, pas vraiment. Et honnêtement, non, on l'assume totalement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on fait pas ça par plaisir. Je suis désolée, madame, mais honnêtement, on a 10 ans pour diminuer de moitié les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Ça, c'est les scientifiques qui le disent. Ça veut dire un changement brutal. Malheureusement, on est obligé de faire ça parce que l'État ne prend pas ses responsabilités. On évoquera l'empreinte carbone des géants comme Amazon, mais globalement, de ces géants du commerce au sens large, pas que du e-commerce. Guillaume Gibault, vous avez fait le choix, alors est-ce un choix d'ailleurs, de ne pas jouer le jeu finalement de ce Black Friday? Expliquez-nous. En fait, du point de vue de l'entreprise, le client est roi peut-être, mais je pense que l'entreprise aujourd'hui doit avoir une vraie responsabilité sociétale, en fait, de se dire, si on veut assumer un rôle environnemental, sociétal, comprendre comment sont faits nos produits et rémunérer de la juste manière tout le monde dans la chaîne de fabrication, en fait, les choses ont un juste prix. Si on prend l'exemple du textile, un produit textile, c'est un produit qui est fabriqué entièrement à la main. Je ne sais pas si vous avez visité des usines textiles, mais c'est un produit qui est fabriqué entièrement à la main. Donc un produit qui vaut 10 € qu'on est capable de discounter à 70 €, ça veut dire que la personne qui fabrique à la main ce produit n'est pas rémunérée dans des conditions qui lui permettent de vivre dignement. Et ça, c'est un vrai sujet de société. Et donc du coup, si on veut bien faire les choses, nous, on fabrique tous nos produits en France, on en fabrique 1,3 million à l'année. Si on se dit qu'on est des produits chimiques, c'est des pesticides, l'industrie textile. Et on y reviendra, oui, sur la partie teinture, mais si vous le faites en France, vous avez toutes les normes françaises européennes qui fait que vous allez retraiter l'eau que vous allez utiliser, que vous n'allez pas la déverser n'importe comment, comme ça peut être le cas dans pas mal de pays dans le monde. Et en fait, mon point, c'est de dire, si on est capable de vendre à moins 50, à moins 70, à un moment donné, sur des volumes de chiffre d'affaires très importants, en fait, c'est que votre prix, il n'est pas juste, en fait. Oui, votre mais prix... c'est aussi la façon de liquider, parce que malheureusement, les stocks, c'est compliqué. Et ensuite, mais est-ce qu'on peut liquider en novembre? Moi, je reviens au solde, à votre réflexion sur les soldes. Les soldes pour un commerçant, et ça vient aussi à une vision long terme. Si je me trompe et que j'achète plus de slips bleus que le slip rouge, et qu'il me reste des slips rouges sur les bras à la fin de la saison ou à la fin de mon calendrier commercial, vous allez vendre vos slips rouges. Je vais vendre mes slips rouges en solde. Et ce sera normal, c'est mon métier. C'est le rôle des soldes. Par contre, si je me mets à fabriquer un produit à très bas coût à l'autre bout du monde parce que je sais qu'il faut que j'en vende à moins 70, là, c'est pas la même question. D'abord, vous vendez des produits de qualité qui sont chers, forcément. Et qui sont plus chers, mais vous avez raison. La vraie question, c'est en fait pas les acheter. La vraie question, et alors, si je me permets une vision long terme, la vraie question, c'est en fait, il y a un prix financier sur l'étiquette des produits, mais il y a un prix sociétal, environnemental. Mais absolument. En fait, la vraie réponse, si on prend l'exemple du textile, on est parti fabriquer de plus en plus loin pour de moins en moins cher, en disant que ça se verrait pas trop, puis que finalement on gagnait plein d'argent et que c'était une bonne façon de le faire. Demain, la vision long terme de notre métier, c'est d'arriver à innover pour fabriquer localement à la demande, on est ravis de ça. Exactement, mais ça demande de la pédagogie, du temps, et je pense qu'il faut aussi que les clients soient capables de nous accompagner dans ces démarches-là. Et c'est pour ça que nous, on essaie d'avoir une démarche forte avec un projet d'innovation sur le coton-tige. Il y a un effet à rebours de ces promotions généralisées sur les consommateurs. En gros, est-ce qu'on n'est pas en train d'habituer les consommateurs à exiger des rabais permanents? Ça, je pense que c'est vraiment le point clé, le juste prix. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, comme on a des soldes ou des rabais un peu tout le temps, on ne sait pas vraiment quel est le juste prix d'un produit. Parce que quand on se dit, je sais pas, quel tel costume ou autre est vendu moins 70%, combien à la base? Quel est le coût de production? Donc c'est vrai que là, ça brouille un peu les pistes et ça peut être, à mon avis, contre-productif. Il y a la vente à perte.
Parce que oui, c'est ça qui est interdit. Sauf pendant les soldes. On a régulé les marges arrière d'ailleurs dans les grandes surfaces précisément pour cette raison-là. Non mais c'est là où encore une fois je pense qu'on a, et là je vous rejoins tout à fait, on a besoin d'une transparence effectivement sur le prix. Le prix en fait c'est deux choses, c'est bien sûr un coût de production qui permet à tout le monde de vivre, également chef d'entreprise avec un petit profit. Et puis après malheureusement, et le prix de la marque aussi. Et après malheureusement il y a l'offre et la demande. Mais ce que vous dites sur les soldes, c'est très vrai. Nous on a des clients pendant les soldes, on fait très peu de soldes parce qu'on fait bien notre métier en fait et qu'on achète exactement les produits qu'on va vendre parce qu'on les fabrique localement à 200 km de chez nous et qu'on fait pas venir des containers entiers de trucs où on s'est planté. Mais tout le monde peut pas faire du circuit court. Même si c'est souhaitable. Et pourquoi pas. Et juste je vais au bout de mon idée. Et pourquoi pas. Et je vais au bout de mon idée. On a des gens qui dans les soldes nous disent c'est n'importe quoi, c'est pas des vrais soldes, il y a pas assez de promotion. Donc effectivement là on a mis une vraie habitude où on se dit mais en fait pardon rembobinons, en fait on essaie de bien faire notre métier, de fabriquer juste les produits qu'on va vous vendre. On va pas prendre des risques importants avec l'impact écologique pour là où malheureusement il faut être honnête aussi, il y a une sorte de schizophrénie qui s'impose, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup de Français qui malheureusement, eux aussi ils ont envie d'accéder à vos produits, à d'autres types de produits, et malheureusement ils n'ont pas le pouvoir d'achat en face. Mais vous avez raison. Donc c'est ce qui fait que on peut pas à la fois vouloir plus de pouvoir d'achat et refuser effectivement des prix plus bas. Là-dessus, je dirais deux choses. Un, notre produit il vaut plus cher. Le pull que je porte par exemple coûte 125 €. Il y a une vraie idée de durabilité. Donc qui peut se permettre aujourd'hui un pull à 125 €? C'est quand même réservé à une très étroite catégorie. Il y a une idée de durabilité. Si vous achetez pas un pull tous les 6 mois, tous les ans et que vous le gardez 4-5 ans déjà, vous pouvez vous permettre de 1. Et de 2, la vraie réponse à ça, encore une fois, c'est l'innovation de productivité. En France, on fabrique encore à la main sur les mêmes machines avec les mêmes personnes que dans les années 50. Et c'est une vraie réalité du tissu textile français. Donc, comme on l'a fait dans l'automobile ou dans l'aéronautique, avec des machines innovantes qui fabriquent mieux, plus vite et qui font un vrai produit à l'échelle compétitif. Et vous oubliez aussi la notion de marque qui est très importante parce que les prix varient considérablement et vous pouvez avoir des soldes dingues à 80% de moins parce que la marque vaut cher. Si vous allez vous trouver des produits dans le luxe, c'est terrifiant. Alma Dufour, vous voulez compléter? Oui, non, je voulais compléter parce que cette question du pouvoir d'achat, du coup, elle est centrale et elle revient. Mais la question, c'est de dire il y a un problème de pouvoir d'achat, donc il faut laisser des modèles économiques se développer qui font du dumping sur les prix. Clairement, c'est pour ça qu'on ciblait Amazon en particulier. Pourquoi? Parce qu'ils font pire que les autres en termes de dumping sur les prix, qui vendent à perte, justement, malgré tout, même si c'est interdit, par plein de moyens, par l'évasion fiscale, par le détournement, par le fait qu'ils réduisent les emplois dont ils ont besoin. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on ne peut pas résoudre la question du pouvoir d'achat en faisant la course vers le bas sur la qualité environnementale et sociale des produits. Et en fait, même en économie ouverte? C'est ça le problème. C'est ça le problème, mais nous, on n'a pas peur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que monsieur. C'est-à-dire qu'on peut pas vouloir les deux à la fois. Il faut trouver un juste milieu. Oui, mais monsieur, parce que vous parlez, par exemple, vous dites, c'est quoi le poste de défense principal des Français de dépense? C'est le logement, par exemple. C'est l'alimentation. Le chauffage. Et en fait, ça, c'est des choses sur lesquelles les prix sont mal encadrés, sur lesquelles on laisse les prix gonfler, etc. Et on va préférer miser sur de la consommation. Enfin, notamment dans le logement, en tout cas, même si à Paris, c'est plus le cas. On va laisser miser sur la consommation et donc, du coup, sur le dumping sur les prix, la course à la production, au moins-disant sociale, environnementale. Il n'y a pas de juste prix aujourd'hui dans le textile. C'est des usines au Bangladesh avec des gens qui travaillent 12 heures par jour et qui ne sont pas payés. Oui, enfin, en même temps, par exemple... en même temps, rien, en même temps, rien. La Chine, par exemple, c'est incroyable parce que le niveau et la classe moyenne ont salaire moyen augmenté, oui. Ça a terriblement monté, les prix ont monté. Ils sont en train de sous-traiter, d'ailleurs, vous avez raison, dans des pays encore plus bas. Mais en même temps, il y a dans le monde un monde à une élévation, une augmentation des revenus. Mais c'est là où l'argument ne marche pas, c'est que sur le principe, sur le papier, ça marche, et c'est le moteur de l'histoire économique. Mais si vous regardez dans la réalité les contrats que peuvent faire les grandes boîtes textiles avec ces industries à l'autre bout du monde, ne font pas monter le niveau de vie. Et le Rana Plaza, l'effondrement de ce bâtiment en 2013, je crois, il y a 1000 personnes qui meurent dans l'effondrement d'une usine textile parce qu'on n'a pas fait les travaux de rénovation et que le bâtiment n'est pas sécurisé, qu'il n'y a pas les normes. Donc là, je suis d'accord. Donc il y a un vrai sujet de dire, bah oui, sur le papier ça marche, mais dans la vraie vie, les intérêts économiques des uns et des autres et la force de contractualisation et de serrage de vis sur les prix des grands donneurs d'ordre fait qu'en la réalité est un peu moins... Merci. On est déjà à la fin de la première partie du débat, mais on va évidemment continuer d'en parler dans un instant. Restez avec nous. Retour au débat de France 24, Black Friday ou décroissance. C'est l'opposition aujourd'hui avec à mes côtés Alma Dufour, chargée de campagne surproduction aux Amis de la Terre. Vous dénoncez notamment l'influence d'Amazon, le géant du commerce en ligne. Également avec nous Sophie de Menton, présidente du mouvement éthique, Guillaume Gibault, fondateur du Slip français, et puis Marc Toitier, économiste, auteur d'un Monde de bulles. Merci à nouveau à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Les Français, qu'en pensent-ils justement de ce Black Friday? Eh bien, pour 79%
56% d'entre eux interrogés par l'institut de sondage YouGov. Le Black Friday incite à la surconsommation. 56% des Français qui pensent par ailleurs que le Black Friday est source de gaspillage. Et puis, pour 51% d'entre eux, eh bien, le Black Friday a un impact négatif sur l'environnement. Précisément, eh bien, c'est cette semaine que l'ONU à nouveau a sonné l'alerte. Si rien n'est fait et rien ne semble être fait malgré les engagements pris à Paris, ici même, il y a 4 ans, eh bien, la situation du climat devient plus que problématique. Une hausse des températures de 3 à 5 degrés d'ici la fin du siècle qui nous condamne à brève échéance. Écoutez. La science est claire. Le monde est confronté à une urgence climatique. Il s'agit d'une crise existentielle et c'est le plus grand défi auquel doivent faire face les générations présentes et futures. Un défi mondial de cette ampleur ne peut être résolu par les gouvernements seuls. Il requiert l'engagement de tous les secteurs de la société, entreprises, investisseurs, villes, États, régions et populations en général. Alma Dufour, les Amis de la Terre, ainsi que d'ailleurs Attac et l'Union syndicale solidaire a publié un rapport dans lequel vous dénoncez l'impact social et environnemental d'Amazon. Amazon est dangereux pour l'environnement. Oui, tout à fait. Et c'est un peu un pan du changement climatique, des émissions de gaz à effet de serre qui est moins connu. C'est celui qui est lié à la fabrication et au transport des produits qu'on consomme chaque jour. Aujourd'hui, les émissions de la France, en fait, les émissions qui sont calculées sont les émissions qu'on émet sur notre territoire, le chauffage, le logement, le transport. En fait, il faut savoir qu'il y a la moitié, voire le 60% de ces émissions. En fait, c'est beaucoup plus élevé et ça vient des produits qu'on importe, et notamment les produits textiles et électroniques. L'agence environnementale estime que ça représente déjà un quart de nos émissions de gaz à effet de serre totales. Donc, concernant Amazon, pourquoi, du coup, lui, il a un impact? C'est parce que cette multinationale vend de plus de 15 milliards de produits chaque année, en fait, dans le monde. Donc, c'est énorme. Il faut énormément d'énergie pour fabriquer ces produits. C'est beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Et en plus, pour faire la livraison ultra rapide, il les livre par avion. Et dernièrement, alors qu'Amazon s'était engagé à lutter très rapidement contre le changement climatique, en fait, les livraisons par avion ont augmenté de 30% en un an, alors qu'on sait que livrer par avion, c'est 9 fois plus polluant que livrer en camion. Et puis, il y a, Marc Toiti, la fameuse promesse d'Amazon avec ce service Amazon Prime, livré en moins de 48, voire en moins de 24 heures. Le fameux dernier kilomètre sur lequel se sont cassés la tête tellement d'entreprises de commerce en ligne et de vente à distance. Est-ce que ça a un impact dommageable pour l'environnement ? Alors, il y a plusieurs sujets, effectivement. Sur Amazon, d'abord, bien entendu que c'est une situation de quasi-monopole, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'il faudra démanteler un jour Amazon parce qu'il est devenu presque trop puissant. Donc, il impose son diktat. Bon, de là, tout lui mettre sur le dos, c'est peut-être un petit peu jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais voilà, donc il faut être relatif. Nous, on demande à l'État d'agir sur tout le monde. Moi, je vais aller, si vous me permettez, je vais aller plus loin dans votre raisonnement. Parce que je comprends très bien, on est tous d'accord, il y a un problème. Mais souvent, on répond à ce problème-là en disant il faut faire donc de la décroissance. C'est-à-dire baisser effectivement le niveau de consommation, le niveau de vie, le niveau de PIB. Le problème de la décroissance, il y en a deux. C'est que déjà, nous, à l'arrière, on peut se dire, non, on est des pays riches, tout va bien. Bon. Mais les pays pauvres, les pays émergents, comment vous pouvez leur dire, il faut moins consommer, ils ne consomment pas? Comment vous pouvez leur dire, effectivement, on va réduire votre croissance, alors que justement, nous, pendant des siècles, nous, les pays riches, entre guillemets, on a cru sans compter. Maintenant qu'eux nous rattrapent, on leur dit non, vous n'avez pas le droit. C'est pourquoi la COP 21, COP 22 n'ont pas eu d'effet, parce qu'on ne peut pas leur imposer ça. Mais même pour nous, pays riches, entre guillemets riches, eh bien, si, effectivement, vous réduisez votre niveau de PIB, de richesse, de consommation, etc. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on détruit des emplois. Si on détruit des emplois, le chômage augmente. Donc il y a une crise sociale derrière. On revient sur le pouvoir d'achat qui baisse. Et donc, pour pouvoir effectivement mieux consommer, on va devoir prendre des produits moins chers. Vous voyez, c'est le cercle pernicieux. Donc attendez, donc il y a quand même un dilemme très important. Comment on fait pour effectivement faire de la croissance durable ou infinie dans un monde fini? Ouais. Pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est pas effectivement, pour moi, c'est ça la vraie écologie, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique, de l'innovation technologique. C'est-à-dire que, évidemment, mettre des taxes, si vous n'avez pas d'alternative, ça ne sert à rien. Mais le modèle qui consiste à pouvoir avoir ce qu'il faut, c'est justement... Est-ce que ça, c'est réaliste? Mais non, même ça, avec des progrès ça non plus, c'est pas réaliste. Mais ce qu'il faut pouvoir obtenir aujourd'hui, c'est justement développer les nouvelles technologies de l'énergie, développer les nouvelles technologies de l'agroalimentaire. Là, justement, on va pouvoir répondre à ce problème fondamental, je dirais, de l'écologie. Mais dire, on va interdire, entre guillemets, on va avoir de la décroissance ou alors on va augmenter les impôts, ce n'est pas la solution, je suis désolé. Je réponds brièvement déjà. Alors, il faut déjà dire que nous, on n'a jamais demandé aux pays émergents et aux pays en développement de baisser leur consommation. La réalité aujourd'hui, c'est que sur ces produits-là, nous, on est largement en tête des niveaux...
Non, c'est eux qui polluent plus pour fabriquer des produits que nous, on va consommer derrière. Donc déjà, mais ça les fait vivre. Il y a deux choses. Alors oui, bien sûr qu'il faut... L'Inde consomme aussi et pollue. Évidemment, d'accord. L'Inde ne J'ai produit jamais pas dit seulement, par exemple. Bien sûr, mais aujourd'hui, jusqu'à peu de temps encore, le marché chinois s'est très récemment développé intérieur, mais avant, la Chine exportait plus que ce qu'elle consommait sur son propre territoire. C'est plus le cas maintenant. C'est pas le cas de l'Inde. Mais l'Inde, voilà. Mais en fait, donc déjà, de pas nous faire un faux procès, d'ignorer tous les pots. Non, mais je parlais pas de vous, je parle au sens général. C'est un débat global. Deuxièmement, sur la question des emplois, ce qui est vraiment intéressant et pourquoi on s'en prend à Amazon, notamment parce que eux et les autres acteurs du e-commerce font le tour de force à la fois de faire de la surproduction et donc de nuire au climat sérieusement, et en plus de détruire des emplois en même temps. Et c'est même plus le modèle dans lequel on était. Monsieur le secrétaire d'État, qui travaillait sur les GAFA. 2 emplois détruits pour un créé, dit Mounir Majoubi. Il n'y a aucune étude sérieuse qui a été Troisièmement, sur la question de la technologie. Pour qu'on entende bien, c'est ce qu'a dit Mounir Majoubi. 2 emplois détruits pour un créé. Voilà. C'est ça. Malheureusement, et pour finir sur la technologie, parce que c'est l'argument en fait qui nous divise. Je pense que ce sera toujours l'argument qui divise une partie, voilà, et notamment le gouvernement et nous notamment. En fait, c'est un clivage de fond. Nous, ce qu'on voit, c'est que depuis les années 70, les scientifiques alertent, et depuis les années 70, on fait la même réponse. La croissance qui va apporter de la technologie va nous sauver et apporter les innovations au plus vite. Mais si c'est la technologie qui apporte la croissance. Si on n'encadre pas l'économie et si en fait on la régule pas, en fait la croissance ça génère des effets rebonds. Et juste un exemple juste sur le textile. Non mais juste parce qu'on n'a que 10 ans pour agir. C'est ça le problème. Dans la fenêtre de temps qui nous reste, on n'a pas assez de temps. On n'a qu'un quart d'heure pour parler. Non mais il y a que 1% des vêtements aujourd'hui qui sont vendus qui contiennent des fibres recyclées. Et en fait ça fait des années que la réglementation. Oui, non mais c'est très bien. Je rebondis, si je me permets. En fait, pour moi, une des vraies solutions de long terme, et je vous rejoins un peu tous les deux finalement, c'est de se dire qu'en fait, l'entreprise doit avoir un rôle plus large que juste gagner de l'argent. Absolument. Et intégrer peut-être dans notre pilotage d'autres données que juste les l'EBITDA ou la contribution économique et l'entreprise. Non, aujourd'hui, c'est pas une réalité d'échelle. Et aujourd'hui, intégrer dans nos critères, non, c'est pas vrai. La France n'est pas vertueuse, ne donne pas l'exemple. Les entreprises françaises... Je ne dis pas qu'aucune entreprise le fait, je dis juste qu'aujourd'hui, nos critères d'analyse de la performance d'une boîte sont des critères économiques, de chiffre d'affaires, de marge, et en aucun cas des critères qu'on appelle aujourd'hui extra-financiers. Les critères immatériels commencent à être très importants dans les entreprises. Oui, aujourd'hui, c'est pas une réalité. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que votre banquier... Une entreprise peut survivre sur des critères immatériels? Non, peut payer des salaires? Une entreprise doit gagner de l'argent, doit être rentable, mais doit avoir intégré dans son scope des indicateurs autres. Et on le voit, des gens comme BlackRock commencent à aller sur ces sujets, de dire en fait l'entreprise doit aller vers d'autres indicateurs de performance que son seul indicateur économique qui a été la norme ces 50 dernières années. Et du coup, un exemple qui illustre très bien, je pense que l'idée d'une entreprise plus responsable qui intègre d'autres idées que juste sa réalité économique. Je suis d'accord. Typiquement, nous, c'est exactement le projet qu'on porte aujourd'hui de ne pas faire le Black Friday. À la place, on veut mettre une innovation en place qui est du fil de coton recyclé, justement parce que sur les 2,6 milliards de pièces qu'on met sur le marché en textile en France, seulement 1% est fait avec des matières recyclées. Cette économie circulaire que vous appelez, c'est exactement ça, c'est de se dire en fait nos vieux vêtements, ce t-shirt, une fois qu'il aura été porté, reporté, pourquoi est-ce qu'on irait le mettre aujourd'hui dans une benne de tri qui va finalement se retrouver en Afrique? On va commencer par enlever ça aussi. La fin du gaspillage. Et c'est le projet qu'on porte. Un bon exemple. Si je peux aller vous aider en collaboration avec la marque 1083 qui est très avancée. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. De faire un fil recyclé qui permet avec nos vieux vêtements de refaire un nouveau fil et donc d'être vraiment dans une économie locale. C'est vraiment de l'innovation. Mais c'est pas juste du progrès. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est pas le progrès technique seul. Il faut aussi une volonté. Il faut qu'il y ait une intention derrière le progrès technologique, c'est ça. De l'orienter vers le recyclage. C'est évident, mais un projet d'entreprise. L'être humain est assez fort justement tout le temps parce que dans l'histoire du monde, il y a toujours ces problèmes. Est-ce qu'il ne faut pas un régulateur? Est-ce qu'il ne faut pas l'État? Non, parce que souvent l'État fait l'effet inverse. Souvent l'État fait l'effet inverse. Malheureusement, c'est pas un exemple d'efficacité. Parce que les chiffres, c'est agaçant. Vous avez cité un sondage très intéressant. 73% des Français pensent que c'est la science comme ça. Ils sont 73% à aller faire leurs courses de Noël demain, pratiquement. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont surconsommer. Ils vont profiter, entre guillemets, de la baisse des prix pour faire leurs cadeaux de Noël. Mais ils ne vont pas faire plus de cadeaux de Noël pour autant. Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. Vous voulez que le gâteau grossit pas, c'est juste la taille des parts qui se modifie. À peu près. En fonction des périodes. Et je veux dire qu'on a les consommateurs sont schizophrènes parce qu'ils sont tous d'accord. Vous leur dites, est-ce que ça fait surconsommer? Mais oui, c'est pas bien. Jamais cette génération aussi, celle que vous avez, qui est admirable parce qu'elle veut sauver la planète, et je partage ce point de vue, elle n'a jamais autant consommé. C'est les portables, les ordinateurs, c'est absolument dingue. Les voyages les plus supérieurs en fait, dépensent beaucoup plus et consomment beaucoup plus que les jeunes aujourd'hui qui sont précaires, donc c'est faux. Les jeunes précaires, peut-être. Non, mais moi je prends pas l'avion, par exemple, madame, si vous voulez savoir, j'ai arrêté de prendre l'avion justement, et on est beaucoup à changer. Mais c'est un choix ou pas? Manque de moyens d'une certaine manière. Par choix, oui. C'est un choix un peu ce que les Suédois appellent le Copscam. Qui d'ailleurs s'élargit, qui était d'ailleurs juste sur l'avion aujourd'hui et qui s'élargit à d'autres. Vous n'irez jamais en Inde, vous voyagerez plus
plus jamais. Eh ben, j'y suis allée, je trouverai d'autres manières. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus nous rejeter. Non, mais c'est trop facile de dire oui, les jeunes, ils consomment parce qu'ils ont un smartphone à la main. Non, je dis qu'il faut être raisonnable. Vous avez raison, moi je partage ce combat, c'est bien de le faire. Il faut être raisonnable. Et là, je crois que la jeunesse, justement, c'est de ne pas être raisonnable, je crois, non? Pardon? C'est justement ça, la jeunesse, c'est de ne pas être raisonnable, non? C'est vrai, mais à ce moment-là, il ne faut pas que ça produise l'effet contraire, parce qu'il y a une espèce de saturation de ces injonctions à pas consommer, à manger ceci. Enfin, c'est absolument fou aujourd'hui. Est-ce que la jeunesse n'est pas plus responsable que les aînés? Est-ce que les jeunes aujourd'hui ne sont pas plus responsables que les aînés? Je crois pas. Ah bon? Non, c'est un débat générationnel. Non, je pense qu'il y a le vrai enjeu aujourd'hui, ce qui est très important quand même, c'est que par rapport, bon, je suis un peu plus jeune que vous, hein, désolé, mais c'est vrai que même la génération actuelle, il y a une volonté de comprendre, de savoir, même d'un point de vue économique. Moi, je vois, quand j'étais jeune chef économiste, j'avais 27 ans à l'époque, j'étais le premier à l'époque à dire il faut démocratiser effectivement l'économie. Ce qui paraissait complètement fou. Donc, tout ça pour comprendre. Aujourd'hui, je pense que c'est important justement, cette génération, elle ne se fait pas avoir. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de tromperies? Justement, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de tromperies? Lorsque Jeff Bezos dit Amazon arrivera à la neutralité carbone en 2040, est-ce que c'est pas du greenwashing? Non, mais justement, c'est peut-être possible. Non, c'est pas possible. De la communication à bon compte, à coup d'arguments fallacieux. Mais le vrai enjeu aujourd'hui, là, mais il est également vrai des deux côtés. Parce qu'effectivement, quand on fait une communication en disant si on fait de la décroissance, on va tout résoudre. Malheureusement, on ne résoudra rien. Non, je fais pas. Donc, je parle pas de vous, encore une fois. Désolé, je vous mets pas. Et là, je rebondis sur les. Ce que je pense, c'est que au fond, c'est ça le débat. Donc, c'est là où aujourd'hui, je pense qu'on doit être avant tout pragmatique, être réaliste également. On est tous dans le même bateau. Donc, il n'y a pas des uns contre les autres. Cette culture de lutte des classes, c'est quand même très dangereux. Ça se retrouve dans plein de domaines. La semaine où on vient de déplorer, par exemple, des inondations dans le Var qui ont fait de nouvelles victimes, est-ce qu'il ne faut pas là aussi déplorer l'artificialisation des sols liée au développement des entrepôts? Là aussi, du fait de ce commerce en ligne qui se développe aux abords des agglomérations. C'est facile de tout mettre sur le commerce en ligne, mais encore une fois, il faut regarder, là, de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'innovation, est-ce qu'on peut justement mieux utiliser? Donc on a le même monde, et il y a énormément, ça c'est vraiment très important pour la nouvelle génération, c'est qu'il y a énormément de nouveaux emplois qui vont se créer, qui ne vont pas détruire la planète, les emplois de service, les emplois justement de marketing, etc. Donc tout ça fait que, globalement, moi je ne suis pas pessimiste sur l'avenir, mais il ne faut pas, encore une fois, mettre les uns contre les autres. Non, on ne met personne les uns contre les autres. Il y a une urgence qui est vitale. S'il y a une urgence, il va y avoir des millions de morts dans les prochaines années. Excusez-moi, ce que je demande, en fait, c'est qu'on n'est pas contre l'innovation, on n'est pas anti-technologie. En fait, on observe que, en fait, souvent, quand il y a de la réglementation et qu'à la fois on encadre les pratiques et qu'on pousse à l'innovation, ça marche dans les deux sens. C'est que si on mise sur l'innovation, ça fait 50 ans qu'on le fait et ça ne marche pas. En fait, il faut des vrais encadrements. Vous avez vu les progrès de la médecine, vous avez vu les progrès du Moyen Âge. Ce qui est certain, c'est que si on se rejoint sur ces entreprises qui doivent changer leur façon de faire, elles sont aussi poussées par l'air du temps et par les consommateurs qui sont sensibilisés aussi par faire des démarches un peu plus en rupture et agressives. Et je pense que les entreprises installées ne bougeront pas d'elles-mêmes. C'est compliqué pour une grosse boîte de se dire ok, on va changer nos façons de faire, changer nos sourcings, changer notre business model, accepter de faire moins de marge. On a fait des trucs incroyables avant tout le monde. Par exemple, Amazon. Mais c'est peut-être un des exemples qui cache la forêt de gens qui bougent beaucoup moins. Pour donner un exemple, Amazon, quand les tests chutent, ils perdent d'interdire les grandes surfaces dans les villes. Une erreur fondamentale. Une erreur fondamentale. C'était du temps de Jean-Pierre Raffarin. Mais c'est parce qu'on a laissé faire le marché, On a dit, mais c'est épouvantable, on ne va pas laisser les grandes surfaces dans les villes, on va les mettre hors des villes. Ça a été une catastrophe. Au lieu, ça a tué les petits commerces de centre-ville. Ça a empêché les gens à se déplacer, etc. Et à l'époque, on a juré que c'était formidable, c'était l'État, ça. L'État qui a décidé. L'État se trompe. Donc, je crois beaucoup plus en l'entreprise, à sa réflexion, à l'adaptation. Si on laisse faire, est-ce qu'on ne va pas vers la concentration, justement? Vous le disiez tout à l'heure avec Amazon, qui est en situation, non pas de monopole sur le commerce en ligne, parce qu'elles sont nombreuses, ces entreprises, mais qui, de par sa taille, écrasent. Par exemple, aujourd'hui, regardez, c'est un bon exemple, ça, Amazon. Pourquoi il n'y a pas un Amazon français ou européen? C'est une vraie question, ça. C'est-à-dire qu'on a laissé effectivement tout ça. Pourquoi? Parce que malheureusement, mais il n'y a qu'un seul Amazon américain, même. C'est une même américain, quasi-monopole. Mais surtout, il y a Alibaba et Amazon. Pourquoi on a créé il y a des Amazon chinois. Parce que je veux dire, Alibaba et Amazon. Pourquoi il n'y a pas un Amazon français? Parce que la Chine fonctionne en économie fermée, quasiment. Non, d'accord. Mais encore, je reviens à l'Europe. Laissons les Chinois de leur côté. Ça, c'est une vraie question. C'est parce que justement, on a une économie qui est trop rigide, trop d'impositions, encore pas assez de fluidité, qui fait que malheureusement, on n'a pas réussi. C'est quand même dramatique de se voir que dans ces GAFA, etc. D'accord, mais malheureusement, ils ne sont pas développés. Ce que je dis par là, c'est que dans ce monde des GAFA, entre guillemets, qui est dangereux, parce qu'effectivement, on ne les maîtrise pas. C'est un monde qu'on appelle oligopolistique ou monopolistique. C'est très, très dangereux. Pourquoi nous,
On a créé l'Europe, c'est pour ça. Donc là, c'est une preuve que malheureusement, quand on met trop de réglementation, trop d'États, etc., ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut les deux à la fois. Il faut un État qui encadre, effectivement, mais qui donne quand même, effectivement, l'esprit d'initiative. Et sur le consommateur, je pense que nous aussi, on doit se responsabiliser. Trop souvent, les Français, on ne leur dit pas la vérité, on leur a menti pendant des années, par exemple sur la retraite, en disant que tout était financé, etc., ce qui n'est pas du tout le cas, et maintenant on voit ce qui va se passer bientôt. Mais là, c'est pareil, on doit responsabiliser les Français. Je pense que si aujourd'hui, effectivement, on responsabilise sans interdire, eh bien à ce moment-là, en développant cette culture économique, en développant cette culture également écologique, alors là, je pense qu'on aura un monde plus harmonieux, entre guillemets. Vous dites, c'est à l'État d'intervenir. Il y a deux autres questions en fait qu'on n'a pas encore posées sur cette question du Black Friday. C'est la question de la surproduction. Est-ce que le Black Friday risque de provoquer une crise de surproduction ? Une crise à échelle mondiale, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est certain que les boîtes surproduisent ou fabriquent des produits à l'autre bout du monde. Sans besoin, en fait. Spécifiquement pour cette occasion-là, pour aller vendre des produits moins chers à des gens qu'on n'a pas forcément besoin. Attention, encore une fois, le niveau de vie que nous avons, vous savez, par exemple, si je prends l'exemple de la Chine, un exemple simple, aujourd'hui en Chine, vous avez 600 millions, environ 400, entre 500 et 600 millions de personnes qui vivent comme nous, correctement. Il y a encore 800 millions qui attendent. Parce que je veux dire, qui vivent au Moyen-Âge. Comprenez ? Donc, ça veut dire que soit on stoppe tout, on dit ben non, mais ça y est, ça suffit, vous ne irez pas plus loin. C'est un petit peu. De quel droit, nous, on va dire ça, effectivement, aux pays émergents. Oui, non, c'est ça ce que je dis. Non, pour l'avenir, entre guillemets, il y a encore aujourd'hui, malheureusement, même si ça s'est amélioré, hein, comme je l'évoquais, parce qu'il y a 20 ans, il y avait 100 millions de Chinois qui vivaient correctement. Aujourd'hui, ils sont presque 600 millions, donc il y a une progression qui est là. Et tant mieux. Hein, donc, encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. Nous, on raisonne aussi beaucoup dans notre horizon. C'est toujours la question environnementale. Quand même, avec, aujourd'hui, les Chinois, par exemple. Je vais donner un scoop, peut-être que vous ne connaissez pas. La Chine, aujourd'hui, est le pays qui investit le plus en recherche-développement dans les énergies renouvelables. Oui, c'est pas incroyable. C'est aussi eux qui ouvrent le plus de centrales à charbon. C'est vrai, mais justement, ils ont compris. L'énergie nucléaire, c'est comme les téléphones. Les qui nous polluent avec leur charbon. Les téléphones portables, en fait, tous les pays qu'on appelle entre guillemets émergents, j'aime pas ce terme, mais bon, eux, ils sont passés directement à la téléphonie mobile, il n'y a pas de téléphonie fixe. Ouais. Donc ils ont fait le saut technologique directement. Et donc, je peux vous dire que les Chinois, ils ont tout à fait bien compris ça, et qu'ils sont en train de jouer le jeu. Par contre, nous, malheureusement, on est encore en retard. Regardez la voiture électrique. Elle aurait dû être française. Pourquoi elle n'est pas française ? Elle est américaine ou allemande. C'est pour ça que l'innovation circulaire doit être française aussi. Mais non, parce que justement, sujet, les dépenses publiques qui étaient là, vous savez, la France, c'est le pays où les dépenses publiques sont les plus élevées dans la recherche-développement au monde. Et pourtant, on n'a pas fait la voiture électrique, par exemple. Hein. Donc ça veut dire que, comme disait le général de Gaulle en son temps, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Voilà, c'est tout le problème. C'est que de temps en temps, il faut aussi penser efficacité, réalité. Est-ce que cette recherche, elle va fonctionner ? Est-ce qu'elle va améliorer effectivement notre vie au quotidien ? Alma Dufour. Non, mais pour revenir sur un exemple de la réglementation qui est très concret, et vous avez le secteur textile. Ils n'avaient pas de réglementation sur le fait qu'ils soient obligés de recycler et de réincorporer des fibres recyclées dans les vêtements. En 2013, on s'est dit on va faire une petite incitation financière, c'est-à-dire que sur une éco-contribution qui est de moins d'1 centime aujourd'hui, on va la battre de 50%, on va faire un bonus. Résultat des courses, 5 ans après, il ne s'est rien passé. Et on a toujours 1%, comme il disait, de vêtements qui contiennent des fibres recyclées. C'est pour ça, en fait, c'est parce qu'on a le nez sur le terrain et que nous, on suit ces filières-là. L'incitation économique n'est pas suffisante. Donc l'incitation de l'État n'a servi à rien. Non, parce que sur 1 centime, moduler une éco-contribution d'un allez-y centime... plus loin, vous voulez faire quoi ? Du coup, nous, déjà, ce qu'on demande à l'État, en gros, là, c'est d'empêcher le développement des nouveaux projets de e-commerce, des zones commerciales, déjà pour geler... Sur le textile, ensuite, ce qu'il nous faut, c'est à la fois une baisse de production neuve, de façon graduée, progressive jusqu'en 2030, une trajectoire et aussi des obligations réglementaires dans un temps réaliste. C'est quoi une baisse de production graduée ? Vous vous rendez compte à la boîte à qui vous dites ça ? Vous allez avoir une baisse de production graduée je sais, je me rends bien compte que c'est pas facile. Français, moins 20%, d'accord ? Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on vendra moins, parce que si on arrête de vendre à moins 70... Non, mais il y aura du chômage. Il y aura du chômage. Pas forcément. Franchement, il y aura des destructions d'emplois. Si vous allez vendre moins, et si vous mettez des impôts, par exemple, les gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter ce type de vêtements ne pourront pas acheter. Faire attention, vous voyez. Au-delà de l'environnement, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un mouvement irréversible, c'est-à-dire qu'en laissant se développer à coup de Black Friday le commerce en ligne, de tuer le commerce traditionnel, il n'y aura pas de retour en arrière. Non, justement, moi je pense que non, parce que justement, moi, je veux être très moderne, il faut être très moderne, je pense qu'on peut avoir les deux à la fois. Simplement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, aujourd'hui, je prends l'exemple du consommateur. Si vous voulez effectivement acheter avec un conseiller, c'est pas sur Amazon que vous allez voir ça.
Donc, il faut aussi qu'on ait... Ils s'adaptent, évidemment. Oui, il faut que aussi, effectivement, les commerçants du quotidien s'adaptent, entre guillemets. Donc, moi, je pense que les deux, effectivement, sont jouables, on peut coexister, entre guillemets. Mais c'est vrai que si on continue comme ça, avec autant de charges, etc., sur les entreprises normales, du quotidien, de proximité, alors là, malheureusement, oui, il y a ce risque. Donc, c'est pour ça qu'il faut aider aujourd'hui, effectivement, nos entreprises. Ça met en évidence, d'après vous, la lourdeur, effectivement, administrative et fiscale, etc. Parce que, vous l'avez dit vous-même, Amazon, aujourd'hui, il paye très peu d'impôts, etc. Alors pourquoi on ne réduit pas la pression fiscale justement sur les entreprises normales? Mais il y a différentes idées. Guillaume Gibault, vous avez l'impression, vous, en tant qu'entreprise française, d'être pénalisé par rapport à vos concurrents? Moi, en tant qu'entrepreneur, par la charge fiscale? je fais mon boulot, quel que soit le contexte de la régulation, parce que c'est pas mon job. Mais je pense que si on avait une TVA réduite, par exemple, sur les produits locaux, ou si on avait ne serait-ce qu'un label qui permet d'identifier un produit qui est fabriqué... C'était le sens de la TVA sociale, d'une certaine manière, de pénaliser les importations. C'est des réformes qui feraient du sens. Et là où je vous rejoins, c'est que si on laisse vraiment libre cours à tout le monde et qu'il n'y a pas d'incitation dans aucun sens, les boîtes qui ont les moyens aujourd'hui, qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne sont jugées aujourd'hui dans la vraie vie que par ce critère économique, n'ont pas vraiment de raison d'aller se donner du mal, parce que c'est des vraies transitions très fortes. Comme le digital était une vraie rupture, ce changement sur la mission, le sens qu'on donne à l'entreprise, l'engagement RSE au sens large, il est très compliqué à faire. C'est pas choquant au passage de voir quand même le débat revient à chaque fois, mais qu'Amazon a transféré quasiment tous ses bénéfices, son chiffre d'affaires réalisé en France sur sa maison mère européenne au Luxembourg, et qu'elle n'a pas payé d'impôts aux États-Unis. C'est très choquant, mais tout est tellement complexe. Il y a une mondialisation qui existe pour tout. La mondialisation, il y a une concurrence fiscale, et vous ne pouvez pas faire autrement. On a hurlé parce qu'on avait supprimé l'ISF. Les riches commencent à revenir. Je sais qu'on n'aime pas les riches, mais moi j'aime bien qu'ils soient en France. Donc ils commencent à revenir. Ça ne veut rien dire. En France, on veut taxer, on veut fermer les frontières, on veut interdire de consommer, on veut plus prendre l'avion. Moi, je veux bien. Si vous voulez, la solution, je ne l'ai pas. Alors, ce qui est absurde, c'est que des gens prétendent l'avoir. Alors, je ne l'ai pas. Il y a des entreprises qui sont formidables. Je pense que c'est très malin ce qu'il fait. En plus, il a une niche, il a un créneau, il a une clientèle de gens qui peuvent acheter ce type de produit. Mais le sujet, c'est qu'on soit plus l'exception, en fait, et qu'on puisse vraiment passer à l'échelle. Vous avez dit le terme clé. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas fameux paradis fiscaux. Et s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux. Parce qu'il y a des enfers fiscaux. Et donc, il y a un homme qu'on n'aime pas beaucoup en France, mais je vais quand même le citer, qui s'appelle Donald Trump, qui a dit effectivement aux entreprises américaines, arrêtez d'aller en Irlande, au Luxembourg, etc. Alors, ils ont dit, mais nous, on est obligés d'aller là-bas parce qu'on a 15% d'imposition. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Je vous fais 15% ici, aux États-Unis. Pas de chômage, pas de chômage. Écoutez, et vous avez 350 milliards de dollars d'entreprises, de capitaux, donc derrière des emplois qui sont revenus aux États-Unis. Qu'est-ce que vous dites à ça? Il faut arrêter de se voiler la face. Aujourd'hui, le but de la croissance, c'est pas de se faire plaisir. Le but de la croissance, c'est de créer des emplois, de faire baisser le chômage dans son pays et pour réduire justement les inégalités et le malaise social. Et d'essayer de le faire sans saccager la planète au passage. C'est ça, et pas d'essayer de le faire, je pense, d'avoir de vrais indicateurs pour le faire vraiment et sans mettre une vraie exigence factuelle, objective tous les ans, et au lieu que ce soit un extra financier quand on a le temps, en fait. Moi, je sais pas ce que vous venez, au contraire, pour moi, c'est qu'il n'y a pas assez de réglementation au niveau international. Vous me parlez d'anti-réglementation. Pour moi, c'est bien le problème que l'Union européenne n'ait pas un taux d'imposition. Donc, ça, pour moi, ça appelle plutôt en faveur du fait qu'il faut de l'encadrement. Et deuxièmement, moi, je suis effarée de dire... En fait, on n'a pas la solution. J'entends des discours sur la plus grosse catastrophe que l'humanité n'a jamais connue et va connaître dans les dizaines d'années qui viennent. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Alors certes, on n'a pas toutes les solutions. Certes, on peut nous traiter d'irresponsables, on va créer des dégâts. Mais attendez, en fait, même les pays dont vous parlez, la Chine, les pays du Sud, en fait, c'est les premiers aujourd'hui à subir le changement climatique. En Inde, là, cet été, il y a eu des sécheresses tellement fortes qu'il y a eu des morts, qu'il n'y avait plus d'eau. À l'Afrique du Sud, à Cape Town, ils ont failli plus avoir d'eau. C'est-à-dire que c'est une réalité dans certains pays, ça va être de plus en plus violent. Vous pensez que ces populations-là, dans 10 ans, elles vont pas se dire bon, bah, on va changer quelque chose parce qu'en fait, elles vont souffrir aussi. C'est pour ça que ces pays-là, justement, ils mettent le paquet sur l'innovation. Mais bien sûr. Dans ces domaines-là. Mais c'est là qu'est la solution. Il faut les deux. C'est pas mettre plus d'impôts. Mais j'ai pas dit. Mais alors moi, j'ai jamais parlé d'impôts là pour le coup. C'était pas le sujet de. Enfin, qu'Amazon paye sa juste part d'impôts, oui, ça m'importe. Vous regrettiez quand même, c'est important parce que effectivement, c'est les grands méchants, l'oncle Sam. Vous regrettiez effectivement la réaction de Trump. Elle a été stupéfiante. On n'est pas forcément
forcément d'accord avec ce que fait Trump, mais il a dit ok, vous partez, ben voilà, je baisse tous les impôts, vous revenez, etc. Tout le monde est revenu. Il n'y a pas de chômage. Ça n'empêche pas que la protection sociale aux États-Unis est très mauvaise, etc. Mais ça, c'est autre chose, c'est notre politique. Mais ce qu'il a fait, ça marche. Donc et le rôle d'un gouvernement, c'est quand même de créer des emplois. À partir de là, je suis très optimiste sur le rôle des entreprises. Je les vois, j'ai un mouvement patronal. Elles sont toutes, d'abord, tout simplement par une question d'intérêt. Elles ont compris qu'elles avaient intérêt à innover, à suivre le mouvement, à répondre à des consommateurs qui vont être plus exigeants sur la qualité de ce qu'on produit, sur l'économie circulaire. Et c'est d'elles que va venir la solution et c'est pas de l'État. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé à Alma Dufour, à vous Sophie de Menton, à Guillaume Givaud et à Marc Toitier. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.